Au champ de tir de Fort Bragg, mon père, le colonel Leland Bishop, a rugi devant mes propres soldats. Regardez-là. Un salaire de sergent, c'est à peine assez pour de la nourriture pour chien, Carrie. Il pensait me briser. Il pensait remettre sa fille ratée à sa place. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'enquêtais déjà silencieusement sur la conspiration criminelle qu'il dirigeait. Une conspiration qui vendait la vie de ses propres hommes pour le profit. C'est l'histoire de la façon dont j'ai utilisé les compétences qu'il méprisait pour détruire l'empire qu'il a bâti sur des mensonges. Je m'appelle Carrie Ann. J'ai 35 ans, je suis sergent de première classe dans l'armée des États-Unis. Et à ce moment-là, je me trouvais dans ce qui me semblait être le 7e cercle de l'enfer. Ce n'était pas seulement la chaleur oppressive et humide d'un été de Caroline du Nord, qui pesait sur la ligne de tir 7 du MC Kellares Lodge, c'était le silence hostile, qui me paraissait encore plus suffocant. Une goutte de sueur a tracé un chemin froid le long de ma colonne vertébrale, mais cela n'avait rien à voir avec la température. Du coin de l'œil, je sentais les regards obliques, j'entendais les murmures bas et venimeux qui serpentaient dans l'air humide. C'est la fille du colonel Bishop, a murmuré une voix, juste assez fort pour que je l'entende. Je parie qu'elle a eu un laissez-passer, a ajouté une autre. Ma main s'est crispée sur la poignée de mon fusil M4, mes doigts trouvant leur place familière sur le métal froid et usé. Je me suis concentré sur ma respiration. Inspirer sur 4, tenir sur 4, expirer sur 4. Un rythme qui m'a été inculqué jusqu'à ce qu'il soit aussi involontaire que les battements de mon propre cœur. C'était un bouclier. Il ne savait rien de moi. Il ne voyait pas la fine ligne argentée d'une cicatrice, qui dépassait du col de mon uniforme, un souvenir permanent d'un endroit qui n'existe officiellement sur aucune carte. Il ne connaissait pas les nuits passées à fixer des plafonds dans des pays dont il ne pouvait pas prononcer le nom, la fatigue profonde qui ne vous quitte jamais tout à fait. Il ne voyait qu'un nom, un héritage, un appendice. Et puis ils l'ont vu. Mon père, le colonel à la retraite Leland Bishop, s'avançait vers la ligne de tir avec l'assurance inébranlable d'un dieu descendant de son Olympe privé. C'était un titan ici, à Fort Bragg, une légende vivante dont les histoires étaient racontées avec révérence au club des officiers. Sa posture était parfaite, ses cheveux argentés impeccables, sa présence si immense qu'elle semblait aspirer l'air même de l'espace autour de lui. Dans son monde, il y avait les officiers, et puis il y avait tous les autres. Je savais sans l'ombre d'un doute dans quelle catégorie il me plaçait. Il était le fils, et j'étais juste une ombre décevante qu'il était obligé de projeter. Il n'a pas pris la peine de baisser la voix. La performance était le but. Carrie Ann, a-t-il commencé, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. C'était le même sourire qui me nouait l'estomac de peur quand j'étais enfant. J'entends que tu joues toujours à ce petit jeu de soldat. Les mots flottaient dans l'air, chaque mot étant un tir parfaitement ajusté. Il a fait un vague geste vers mon uniforme, un air de profonde déception gravé sur ses traits. Dis-moi, a-t-il continué, sa voix dégoulinant de condescendance, comment te traite un salaire de sergent? C'est assez pour de la nourriture pour chien, ces jours-ci? Ou tu profites toujours de mon nom pour t'en sortir? Ma mâchoire s'est crispée, mais je n'ai pas parlé. Il n'avait pas fini. Il s'est tourné, son regard balayant une poignée de jeunes soldats qui regardaient l'échange avec de grands yeux intimidés. Sa voix est tombée dans un registre autoritaire et tonitruant, celui qu'il utilisait pour donner des ordres. Regardez bien, les hommes, a-t-il ordonné, en pointant un doigt directement sur moi, sur sa propre fille. Un parfait exemple de potentiel gâché. Elle avait une place qui l'attendait à West Point. Elle aurait pu être officier, un leader avec un vrai avenir. Au lieu de ça, elle a choisi ça. Il a fait une pause pour un effet dramatique, laissant le dégoût saturer ses derniers mots. Elle a choisi d'être une simple soldate. Le monde est devenu silencieux. Le crépitement des tirs lointains semblait avoir disparu. Tout ce que j'entendais, c'était un rugissement sourd et bourdonnant à l'intérieur de mes propres oreilles. Une vague chaude et brûlante de honte a remonté le long de ma nuque, plus cuisante que le soleil implacable de la Caroline. Chaque œil sur le champ de tir était maintenant sur moi, une centaine de paires d'yeux, tous attendant. Attendant les larmes, la réplique colérique, que je me brise en 1000 morceaux, là, sur le sol poussiéreux. Ils allaient être déçus. Un de mes premiers instructeurs, un homme dont je ne me souviens plus du visage, mais dont les mots sont gravés dans mon âme, m'a dit un jour, plus tu deviens silencieux, plus tu es capable d'entendre. Dans ce silence assourdissant, je pouvais tout entendre.
Je n'ai pas accordé un autre regard à mon père. Je lui ai tourné le dos et j'ai fait face à la cible. Inspirer. Expirer. La discipline est une forteresse. C'était le seul foyer que j'ai jamais vraiment eu. J'ai levé le M4 à mon épaule, la crosse se calant dans le sillon familier. Le poids était réconfortant, le métal froid une présence stabilisatrice. Mon monde s'est rétréci au guidon et au cercle noir lointain, à 100 mètres. 5 tirs. Le son était net, sec et brutalement final. Crac, 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 crac. 5 explosions déchirant le silence tendu. 5 trous apparaissant dans la cible en papier, si proches les uns des autres qu'ils ressemblaient à une seule déchirure irrégulière au centre du mille. Un autre type de silence est tombé sur le champ de tir, un silence de respect choqué et réticent. Lentement, j'ai abaissé mon arme, je l'ai posée sur le banc, et je me suis tourné pour faire face à mon père. Mes yeux étaient aussi froids et durs que l'acier que je venais de commander. Il fixait la cible, la bouche légèrement entr'ouverte. Pendant une seule seconde glorieuse, le masque du grand colonel Bishop avait disparu, remplacé par un choc pur et non filtré. Il s'est rapidement repris, s'éclaircissant la gorge et se détournant avec un reniflement dédaigneux. Mais je l'ai vu. Juste un éclair. C'était la lueur indubitable du malaise. Et à ce moment-là, alors que je me tenais là dans la chaleur suffocante, une décision s'est formée dans la partie la plus calme et la plus froide de mon esprit. Ce jeu qu'il aimait tant jouer, celui où j'étais toujours la perdante, j'allais y mettre fin. Cette nuit-là, le sommeil était un pays étranger. De retour dans mon petit appartement spartiate de Fayetteville, les 4 murs semblaient se resserrer. J'ai méthodiquement démonté mon M4 sur le tapis usé. Les clics familiers du métal, une vaine tentative d'imposer de l'ordre au chaos qui rugissait dans mon esprit. L'image du visage de mon père au champ de tir, ce masque de dégoût arrogant, était gravée à l'intérieur de mes paupières. Chaque fois que je les fermais, la sensation fantôme du fusil froid se dissolvait, remplacée par la sensation nette d'un autre morceau de papier, d'une autre vie. Le souvenir m'a ramené 17 ans en arrière, au jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation de l'UNC Chapel Hill. J'avais 18 ans et le monde était une promesse. Je me souviens d'avoir couru de la boîte aux lettres à la maison, l'épaisse enveloppe de couleur crème serrée dans ma main comme une médaille d'or. Le papier à en-tête bleue de Caroline emblématique me semblait être un billet pour un nouvel univers. J'ai fait irruption dans la porte d'entrée de notre grande maison majestueuse, une maison qui m'avait toujours semblé plus un musée qu'un lieu de vie. L'air était épais de l'odeur de cire au citron, de vieux cuir et de l'autorité de mon père. Il était dans son bureau, le cœur de son empire. Il était assis derrière un bureau massif en acajou, un lourd verre de Bourbon en bressuant sur un sous-verre en cuir. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur les bibliothèques intégrées, remplies d'histoires militaires et de textes juridiques. Il était un roi dans son château, et j'étais une sujette présentant un tribut. J'ai tendu la lettre, mon cœur battant d'un besoin désespéré et enfantin de son approbation. Il l'a prise, ses yeux parcourant les mots sans une once d'émotion. Le silence s'est étiré, rompu seulement par le tintement des glaçons alors qu'il faisait tourner son verre. Finalement, il a levé les yeux, son regard dépourvu de chaleur. « Bien, a-t-il dit, le mot sec. Quelle spécialité ? Droit. Affaires ? Tu auras besoin d'un diplôme respectable pour l'école des officiers. » J'ai pris une profonde inspiration. « Je vais d'abord m'engager, papa, » ai-je dit, ma voix plus vive que je ne le sentais. « Je veux servir comme toi. » Le changement a été instantané. Une porte d'acier s'est abattue derrière ses yeux. Il a posé le verre de Bourbon sur le bureau avec un bruit sec. Son visage s'est durci. Insensé, a-t-il sifflé, le mot une lame. J'ai servi pour que tu n'aies pas à le faire. Je ne t'ai pas élevé, je n'ai pas investi en toi pour que tu jettes tout ça en l'air pour être une simple soldate. Je peux toujours aller à l'université après, ai-je plaidé. Le GI. Bill. Je peux. Il n'écoutait pas. Il m'a coupé, en ouvrant un tiroir. Il a sorti un chéquier relié en cuir, d'une banque privée. Ça, a-t-il dit, sa voix tombant à un ton glacial, c'est ton fonds pour l'université. Ta mère et moi y avons contribué depuis ta naissance. Il était destiné à une future officier, une avocate, quelqu'un de statut. Il m'a regardé directement. Pas à quelqu'un qui choisit d'abandonner son avenir. Mon souffle s'est coupé. Devant mes yeux,
il a débouché un stylo-plume, a rempli un chèque pour la totalité du montant, stupéfiant, puis, avec une cruauté délibérée, il l'a déchiré en 4 morceaux précis. Le bruit du déchirement a été la chose la plus forte que j'ai jamais entendue. Les 4 carrés blancs ont flotté jusqu'au tapis moelleux, comme des feuilles mortes. Si tu choisis cette voie, a-t-il déclaré, tu la parcourras seul. J'ai regardé désespérément vers l'embrasure de la porte, où se tenait ma mère. Elle avait assisté à tout l'échange. Elle a rencontré mon regard suppliant un instant déchirant, puis a simplement fait un petit hochement de tête, presque imperceptible, avant de détourner le regard. Sa complicité silencieuse était une seconde trahison, plus profonde. Cette nuit-là, j'ai fait un seul sac de sport. Je l'ai parcouru seul. Son mépris n'était pas un événement ponctuel, c'était l'héritage qu'il m'a donné. Les premières années dans l'armée ont été brutales. J'étais là, fille du colonel, un titre qui me suivait comme une malédiction. J'ai travaillé 2 fois plus dur, étudié 2 fois plus longtemps, et me suis porté volontaire pour chaque tâche misérable, juste pour prouver que je n'étais pas là grâce à lui. Pour effacer son ombre. Je me souviens d'une nuit pendant l'entraînement de base, allongé sur ma couchette, épuisé et seul, trempé par un exercice sous la pluie glaciale. Je lisais une édition de poche usée d'essais américains que quelqu'un avait laissé. Et je l'ai trouvé. Les mots de Theodore Roosevelt, l'homme dans l'arène. Ce n'est pas le critique qui compte. Le mérite revient à l'homme qui est réellement dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang. Ces mots sont devenus mon écriture sainte. Mon père était le critique. Il était assis, propre et confortable, dans les tribunes de ma vie, à porter des jugements. Mais moi, j'étais dans l'arène. La boue, la sueur, la peur, le sang, ils étaient à moi. Ils étaient réels. Son rejet ne m'avait pas brisé, il m'avait forgé. Il voulait que j'échoue, que je revienne en rampant, vaincu. Il n'a jamais compris qu'en déchirant ce chèque, il m'avait accidentellement donné ma plus grande arme, une indépendance absolue et inconditionnelle. Son désapprobation est devenue l'armure que je portais chaque jour. Son rejet m'a forgé en une arme. Alors maintenant, avec cette armure, que dois-je faire pour l'affronter dans le présent? Mon centre de commandement n'était pas dans une pièce sécurisée et sans fenêtre, au fin fond de Fort Bragg. Il était sur une table de cuisine de seconde main, bancale, dans mon appartement exigu d'une chambre, du genre de logement qu'un salaire de sergent vous permet d'avoir à Fayetteville. Dehors, la nuit était épaisse et vivante du chant électrique et incessant des cigales, un son qui perçait le silence. À l'intérieur, la seule lumière venait de la lueur bleu-blanc froide de l'écran de mon ordinateur portable, projetant de longues ombres déformées sur le sol en linoléum fissuré. Mon dîner, une boîte de soupe au poulet et nouilles Campbell's et une manche de crackers à moitié mangée, était froid et oublié à côté de mon coude. J'étais trop concentré pour manger. Le nœud d'adrénaline dans mon estomac était un carburant plus puissant que n'importe quelle nourriture. Devant moi, affichée à l'écran, se trouvait une carte mentale. En son cœur, un seul nom, sobre et définitif, le Lambishop. De ce nœud central, des branches s'étendaient en toile d'araignée, chacune étant une tentacule de son monde soigneusement construit. Des sociétés écrans au nom d'entreprises fades, des numéros de routage pour des comptes bancaires offshore, une liste croissante de noms qui semblaient être des co-conspirateurs potentiels. Ce n'allait pas être une confrontation émotionnelle et désordonnée, née de la colère. C'était son monde, pas le mien. C'était une campagne. Tout comme la planification d'une mission en territoire hostile, j'ai commencé par un recueil de renseignements méticuleux. Silencieux, patient, méthodique. Je me souvenais d'avoir lu un livre sur la façon dont le FBI a finalement attrapé Bernie Madoff. Ce n'est pas une confession dramatique ou un seul informateur qui l'a fait tomber, c'est une équipe de comptables judiciaires qui a passé des mois, des années, à suivre l'argent. Ils ont cherché les petites incohérences, les impossibilités statistiques, les anomalies qui, une fois assemblées, révélaient une vérité criminelle indéniable. Mon père me voyait comme une simple soldate, un instrument contondant, bon à suivre les ordres. Il n'avait aucune idée que les compétences même qu'il avait toujours méprisées ou la patience de rester assis pendant des heures, l'attention méticuleuse aux détails requise pour ne pas faire tuer son équipe. L'endurance pure et simple forgée au fil des années de service étaient maintenant les armes précises que je pointais directement au cœur de son empire. Pendant qu'il profitait probablement d'un steak de 350 grammes et d'un verre de cabernet coûteux dans un restaurant exclusif, j'étais ici, à dîner d'une soupe tiède et à comploter sa chute. Une semaine plus tard,
j'ai trouvé mon premier vrai fil. J'étais au Coffee-Sen, un endroit populaire hors de la base où les soldats venaient se détendre, l'air épais de l'odeur de café brûlé et de colonnes bon marché. Par-dessus le sifflement constant de la machine à expresso, j'ai surpris 2 sous-officiers du cadre de formation en train de se plaindre. Ils râlaient à propos d'un lieutenant fraîchement promu, un gars dont les compétences en navigation terrestre étaient si abyssales que, comme l'a dit l'un d'eux, il pourrait se perdre sur le parking du PX. L'autre sous-officier a reniflé dans son latte. Dis-m'en plus. Comment un gars comme ça a-t-il pu passer le Q-course? J'ai entendu dire qu'il a obtenu son diplôme avec mention. Mention? Tu y crois? C'est là que le nom m'a frappé. Une petite cloche sonnant au fond de mon esprit. Sterling. Je connaissais Sterling, fils d'un magnate du pétrole texan avec un compte en banque sans fond. Je savais aussi, par le biais de la rumeur omniprésente de la base, que son dossier scolaire avant de s'engager avait été moins que stellaire. Ça ne collait pas. On ne développe pas comme par magie les instincts et l'intelligence pour réussir le cours de qualification des forces spéciales. C'est un creuset, un processus brutal et impitoyable, conçu spécifiquement pour éliminer les faibles, les paresseux et les incompétents. Sterling était, de l'avis de tous, les 3. Ce soir-là, de retour à mon centre de commandement de table de cuisine, j'ai créé un nouveau fichier crypté sur mon ordinateur portable. Je l'ai étiqueté « Sterling ». En utilisant l'habilitation de sécurité qui était l'un des rares avantages de mon travail, j'ai commencé à fouiller dans ces dossiers de formation accessibles au public. Je ne cherchais pas de preuves irréfutables, pas encore. Juste un fil lâche, quelque chose à tirer. Et puis je l'ai vu. C'était un seul point de données, enfoui dans une longue et ennuyeuse feuille de calcul des temps d'achèvement de cours. Une anomalie. Il avait réussi un module de formation critique et notoirement difficile, en près de la moitié du temps du diplômé le plus rapide jamais enregistré. Ce n'était pas seulement impressionnant, c'était statistiquement impossible. C'était la première vraie fissure dans la façade. Les semaines suivantes se sont déroulées selon un rythme épuisant et bifurqué. 2 jours, j'étais le sergent de première classe Bishop. Ponctuel, efficace, exemplaire. Un fantôme. Je faisais passer mes escouades par des exercices avec un professionnalisme inébranlable. J'étais un modèle de discipline et de compétences discrètes. Personne ne pouvait se douter de quoi que ce soit. Mais quand le soleil se couchait et que la base devenait silencieuse, je devenais quelqu'un d'autre. Je devenais une enquêtrice. Ma petite cuisine se transformait en cellule d'analyse de données. Nuit après nuit, alimentée par du café instantané amer, je recoupais des noms, des dates et des chiffres. Je suivais méticuleusement les transactions publiques des sociétés écrans que mon père contrôlait, à travers un réseau d'échappatoires juridiques. Un schéma a commencé à émerger, faible au début, puis indéniable. D'importants paiements forfaitaires, toujours déguisés en honoraires de consultation, étaient déposés peu de temps après que certains diplômés, distingués, comme Sterling, aient reçu leur certification. Chaque chiffre, chaque date, chaque nom était une brique. Et je les posais une par une, avec une précision minutieuse, construisant un mur de preuves. C'était solide, méthodique, irréfutable. Une fatigue profonde, à en avoir mal aux os, a commencé à s'installer dans mon âme. Un compagnon constant et lourd qui reposait sur mes épaules. Mais la discipline me tenait debout. C'était mon refuge. Mon père m'avait appris à être dur, à être résiliente, à ne jamais montrer de faiblesse. Il n'avait juste jamais imaginé qu'un jour, toute cette ténacité serait dirigée contre lui. Mon chemin solitaire devenait plus clair à chaque brique que je posais. Je détestais ces événements, ces démonstrations. Une fois par an, les gradés sortaient le dernier matériel militaire pour une démonstration des capacités de combat, une performance soigneusement chorégraphiée pour les politiciens et les entrepreneurs de la défense en visite. C'était une journée d'uniformes pressés, de sourires forcés et d'optiques soigneusement gérées. Mon premier sergent, connaissant probablement mon aversion pour les projecteurs, m'avait affecté au soutien logistique, un rôle glorifié de commis aux approvisionnements, caché derrière la zone de rassemblement principale. J'étais reconnaissante pour l'anonymat. Mon travail consistait à rester dans l'ombre et à m'assurer que les personnes sous les projecteurs avaient tout ce dont elles avaient besoin. Mon père, bien sûr, était un animal entièrement différent. Pour lui, ce n'était pas un devoir, c'était une scène. Il s'épanouissait dans cet environnement. Vêtu d'un costume sombre impeccablement taillé,
qui coûtait probablement plus que mes 2 derniers chèques de paie réunis. Il se déplaçait dans la foule des dignitaires comme un paon, ses cheveux argentés parfaitement coiffés attrapant la lumière du soleil. Il serrait des mains, riait de son rire tonitruant qui sonnait toujours plus comme un ordre qu'une expression de joie, et tenait la cour. Je l'ai regardé de loin, alors qu'il accaparait un sénateur américain, se lançant dans une explication grandiose d'une technique complexe d'entrer dans un bâtiment. Il gesticulait sauvagement avec ses mains, sa voix sonnant avec autorité, comme s'il avait lui-même fait sauter une porte sous le feu hier, au lieu de passer la dernière décennie à percevoir des honoraires exorbitants en tant que consultant stratégique. Un instant, ses yeux ont vacillé dans ma direction. C'était un regard fugace, mais il était chargé de son mépris caractéristique, un rappel silencieux de ma juste place dans son univers. Invisible, insignifiante, une servante d'homme plus important. J'ai simplement baissé la tête et je suis retourné vérifier l'inventaire sur mon presse-papier. Puis l'atmosphère a changé. C'était un changement palpable, une vague de gravité qui a fait taire les bavardages. La foule s'est respectueusement écartée. Le général Marcus Thorne, le commandant 4 étoiles du commandement des opérations spéciales de l'armée des États-Unis, était arrivé. C'était une légende vivante, un béret vert dont le professionnalisme discret était aussi renommé que son brio tactique. Les hommes ont redressé leurs cravates, les officiers se sont tenus un peu plus droits. Il se déplaçait avec une détermination tranquille, sa présence dégageant une autorité calme et absolue, qui faisait paraître la fanfaronnade de mon père théâtral et bon marché. Naturellement, mon père a été le premier à réagir. Il a brusquement abandonné le sénateur en plein milieu de sa phrase et s'est avancé, la main tendue, ce sourire éblouissant de politicien plaqué sur son visage. « Général Thorne, quel honneur absolu, monsieur. » Mais le général Thorne lui a simplement fait un signe de tête polie, presque dédaigneux. Son regard, vif et analytique, est passé au-delà de mon père, balayant toute la zone avec une intensité qui ne manquait rien. Il prenait toute la scène, pas seulement la performance en son centre. Et puis ses yeux se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés sur moi. Pendant un instant qui a semblé s'étirer en une éternité, le général 4 étoiles, l'homme au sommet absolu de mon monde professionnel, m'a regardé directement, debout dans l'ombre avec mon presse-papier. Le monde a semblé s'arrêter. Tout le bruit, les moteurs, le martèlement lointain des pales d'hélicoptères, tout s'est estompé en un faible bourdonnement. Il ne regardait plus mon père, ni le sénateur. Il me regardait moi. Et puis il s'est mis à marcher. Pas vers les présentoirs d'armes polies, pas vers la tribune VIP. Il a commencé à marcher vers moi. Mon père s'est figé. J'ai vu son visage passer par une série rapide d'émotions, de l'importance obséquieuse à la confusion, puis à une lueur de colère brute et indignée, alors que le général Thorne passait juste devant lui, comme s'il n'était qu'un meuble. Les chaussures noires polies du général ont craqué sur le gravier, chaque pas étant un coup de marteau pour l'ego de mon père. Il s'est arrêté juste devant moi. Il ne regardait pas le grade sur mon col, ni l'étiquette de nom sur ma poitrine. Ses yeux, qui contenaient un univers d'expérience, étaient remplis d'une compréhension immédiate et surprenante. Ils ont vacillé vers le bas, une fraction de seconde, vers mon avant-bras, vers le petit tatouage d'unité délavé, à peine visible sous ma manche. Un emblème qui ne signifiait rien pour les étrangers, mais tout pour ceux qui y avaient été. Il a tendu la main. « Sergent de première classe Bishop », a-t-il dit. Sa voix était profonde et résonnante, portant une autorité innée qui n'avait pas besoin de volume. Pourtant, elle ne contenait aucune trace de condescendance. C'était la voix d'un compagnon d'armes. C'est un honneur. J'ai lu votre rapport après Action 2. Il a fait une pause, nommant une opération classifiée qui n'était qu'un murmure dans les couloirs du pouvoir. L'année dernière. Professionnel discret. Il a utilisé les mots sacrés. Le plus grand compliment qu'on puisse recevoir dans notre monde. Il a serré fermement ma main, un geste de respect, pas de rang. Ce sont des soldats comme vous, a-t-il dit, ses yeux rencontrant les miens, qui sont l'épine dorsale absolue de cette force. Je ne pouvais pas parler. Une boule s'était formée dans ma gorge, épaisse et douloureuse. Tout ce que j'ai pu faire, c'est un seul hochement de tête sec. Alors qu'il se tournait pour partir, j'ai risqué un coup d'œil à mon père. Son visage était cendré. C'était un masque blafard et épouvantable de choc pur et non dilué, mêlé à une rage qu'il ne pouvait pas dissimuler. Le jeu venait de changer. Le plateau avait été retourné. Et pour la première fois de ma vie,
j'ai senti le sol se déplacer sous mes pieds, solide et ferme. La poignée de main du général Thorne n'était pas juste un geste, c'était une clé. Elle a déverrouillé une porte que je ne savais même pas exister. Pendant 2 semaines après la démonstration, le monde a semblé différent. Les murmures qui me suivaient sur la base semblaient s'estomper, remplacés par des hochements de tête de respect réticents. Le poids du nom de mon père me semblait plus léger sur les épaules. Puis est venu l'appel téléphonique. Une voix vive et professionnelle, du propre bureau du général. Il voulait m'inviter formellement à postuler pour un poste d'instructeur à la Joint Special Operations University, JSOU, à Tampa, en Floride. Ce n'était pas juste un travail, c'était une échappatoire. C'était un avenir. Un avenir où ma valeur serait mesurée par mon expérience, pas par mon nom de famille. Un endroit où je pourrais façonner la prochaine génération d'opérateurs, en transmettant les leçons durement apprises sur le terrain. Cela s'accompagnait d'un salaire qui serait le triple de mon salaire actuel, un détail qui a fait naître un sourire sombre et ironique sur mon visage. Cela signifiait une vie de stabilité, de soleil et de brise marine, à des centaines de kilomètres de l'ombre suffocante du colonel Leland Bishop. Pour la première fois de ce qui me semblait être toute ma vie d'adulte, une lueur d'espoir, authentique et simple, s'est logée dans ma poitrine. J'ai passé des jours à perfectionner ma candidature, à polir mon dossier de service jusqu'à ce qu'il brille. L'entretien vidéo avec le comité de sélection s'est déroulé parfaitement. J'étais articulée, confiante, compétente. Ils ont été impressionnés. Le sergent-major du jury m'a dit que j'étais leur meilleure candidate, que je devais m'attendre à une offre formelle dans la semaine. Je me suis permis de rêver. J'ai cherché des annonces d'appartements à Tampa, imaginant un petit logement avec un balcon où je pourrais boire mon café du matin et sentir l'air salin. J'ai imaginé une vie où ma valeur serait validée par un contrat signé et un salaire régulier, pas par une recherche fugace et désespérée d'une approbation qui n'est jamais venue. Une nouvelle aube se levait à l'horizon. Et puis, aussi vite qu'il était apparu, le soleil s'est éteint. La porte ne s'est pas seulement refermée, elle a été claquée, le pen dormant tiré. C'est arrivé sous la forme d'un email brutalement court et impersonnel, des ressources humaines de la JSOU. Objet, candidature au poste d'instructeur. Sergent de première classe Bishop, merci de votre intérêt pour le poste à la Joint Special Operations University. Après un examen attentif des besoins opérationnels changeants, nous avons décidé de prendre une autre direction pour ce cycle de recrutement. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos futures entreprises. Pas d'explication, pas de retour. Juste un licenciement froid et impersonnel, une gifle numérique. Mes mains se sont mises à trembler. Je l'ai relu, puis une 3e fois, comme si les mots pouvaient changer. J'ai immédiatement appelé mon contact au comité de sélection, un bon sergent-major que je connaissais depuis des années. Sa voix à l'autre bout de la ligne était tendue, lourde d'un malaise qui a traversé le téléphone. « Carrie, écoute, je ne devrais pas te dire ça, a-t-il balbutié, son ton bas et prudent. C'est bien au-dessus de mon grade, mais il y a eu un appel d'en haut, d'un consultant senior avec beaucoup d'influence à Washington. Mon sang s'est glacé. Je savais où ça allait. Ce consultant, a-t-il continué, les mots ayant un goût de poison même à mon oreille, a exprimé de graves préoccupations quant à votre stabilité psychologique. Suite à de multiples déploiements au combat. Il a dit que votre profil faisait de vous un risque de responsabilité potentielle pour l'université. Les avocats se sont impliqués. Ça a tué votre nomination sur le champ. Je suis désolé, Carrie. Mes mains étaient liées. Mon cœur ne s'est pas seulement serré, il s'est arrêté. C'était une sensation physique. Une immobilité creuse et terrifiante dans ma poitrine. Un risque de responsabilité. Il avait pris mon service, mes sacrifices, les choses mêmes qui me qualifiaient pour le poste, et les avait transformées en une arme. Il m'avait dépeinte comme brisée, instable. Il n'y avait qu'une seule personne au monde avec ce niveau d'influence et cette profondeur de cruauté. Une seule personne qui ferait, et pourrait faire, ça. Mon père. Il ne pouvait pas me battre au mérite, alors il avait empoisonné le puits. Il ne pouvait pas nier la reconnaissance publique du général Thorne, alors il s'était glissé dans l'ombre et avait murmuré des mensonges aux oreilles des bureaucrates, des hommes qui craignaient plus les procès que l'honneur. Il avait transformé mes plus grandes forces en mes faiblesses les plus accablantes. La colère qui a monté en moi n'était pas la honte chaude et brûlante que j'avais ressentie au champ de tir. C'était différent. C'était froid. C'était chirurgical.
C'était un bloc de glace solide qui se formait dans ma poitrine, une clarté absolue et glaçante. Il avait franchi une dernière ligne. Il ne s'agissait plus de son dédain, de sa déception. C'était du sabotage. C'était un acte de destruction délibéré. Il ne voulait plus seulement que j'échoue, il voulait m'anéantir. Pour s'assurer que je ne pourrais jamais, jamais, échapper à son orbite, à son contrôle. Je suis resté assise là, dans le noir, à fixer l'écran. Une citation que j'avais lue une fois, du philosophe stoïcien Marc Aurèle, m'est venue à l'esprit: la meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui a commis l'offense. Il avait agi avec malice, avec tromperie, avec lâcheté. Je ne le ferai pas. Avez-vous déjà ressenti ça? Ce moment où une profonde douleur personnelle se transforme soudainement? Quand les larmes sèchent et sont remplacées par une résolution froide et dure, que vous ne saviez même pas posséder. C'était moi, à ce moment-là. J'ai déplacé le curseur sur l'écran. J'ai trouvé le dossier sur mon bureau, nommé « Avenir en Floride », rempli d'annonces d'appartements et de rêveries. Je l'ai glissé dans l'icône de la corbeille et je l'ai vidé, sans une seconde pensée. Puis j'ai navigué vers mes fichiers sécurisés, et j'ai ouvert celui que j'avais commencé des semaines auparavant. Celui intitulé « Le Lambishop ». L'espoir était mort. Maintenant, il n'y avait plus que la justice. Ma colère froide avait besoin d'une cible, d'une direction. Mon père avait saboté mon avenir, et j'avais besoin de savoir pourquoi. Que protégeait-il? La réponse, je le savais, se trouvait dans mon premier fil, le lieutenant Sterling. Pourquoi un homme comme mon père, un homme obsédé par le prestige militaire, irait-il jusqu'à protéger un officier incompétent? Pourquoi avait-il si peur que j'obtienne un poste à la JSOU, un endroit où, en tant qu'instructrice, j'aurais pu être amené à examiner des programmes de formation et à repérer des faiblesses? Les questions me brûlaient, effaçant toute pensée de sommeil. Je suis resté éveillé toute la nuit, la seule lumière dans mon monde étant la lueur pâle de l'ordinateur portable. Alimenté par du café rassis, j'ai utilisé mes autorisations de sécurité pour extraire l'intégralité du dossier de service de Sterling. Je ne cherchais plus seulement une fraude financière, je cherchais les conséquences, le coût humain. J'ai commencé à passer méticuleusement au crible les rapports après action, AR, du déploiement récent de son unité en Afghanistan. C'étaient des centaines de pages de jargon militaire, sec et clinique, dont une grande partie était caviardée de lignes noires épaisses. Mais des années de service m'avaient appris à lire entre ces lignes, à voir les fantômes dans le langage aseptisé. J'ai parcouru les rapports d'échange de tirs, d'attaques de EI et de patrouilles de routine. Mes yeux chassaient un seul nom, un seul incident qui ne collait pas. Je n'étais plus une enquêtrice, j'étais une chasseuse, traquant une tragédie à travers une forêt dense de paperasse. Et puis je l'ai trouvé. Le rapport était désigné AR-15A6, le code formel pour une enquête officielle sur un engagement hostile ayant entraîné des pertes américaines. Mon cœur a commencé à battre un rythme lent et lourd contre mes côtes. La date était le 14 août, le lieu la vallée de Korangal, en Afghanistan, la vallée de la mort. C'était un endroit où la bravoure allait mourir, un labyrinthe traître de flancs de collines rocheuses et de positions ennemies cachées, qui avait broyé et recraché certains de nos meilleurs soldats. Deux noms ont sauté de la page, si net qu'ils semblaient avoir été gravés à l'écran avec un couteau. Sergent Mark Sullivan, qui a. Sergent de première classe David Diaz, qui a. Tué au combat. Le rapport détaillait l'embuscade. Il citait une « erreur tactique catastrophique » de la part de l'officier commandant, le lieutenant Sterling. Il avait ignoré les avertissements directs des services de renseignement et avait mené sa patrouille sur un sentier étroit et exposé, au fond de la vallée, une route notoirement connue de tous les soldats de la région comme le « tunnel de la mort ». C'était une erreur de débutant, le genre de bévue qu'un cadet de première année à West Point aurait su éviter. C'était une condamnation à mort. Le sang dans mes veines s'est transformé en glace. Mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine contrôler la souris. Avec un sentiment croissant d'effroi, j'ai ouvert un autre fichier, les dossiers financiers que j'avais minutieusement compilés sur la société écran de mon père. J'ai recoupé les dates, et là, c'était la dernière pièce accablante du puzzle. Un virement bancaire, 7 chiffres. Une somme énorme et obscène, déplacée d'un fonds fiduciaire aux îles Caïmans, enregistrée au nom de la famille Sterling, et déposée sur le compte d'un des cabinets de conseil de mon père. La date du virement était exactement 3 semaines avant que le lieutenant Sterling n'obtienne son diplôme avec mention du cours de qualification des forces spéciales. Tout s'est emboîté avec une finalité horrible et écœurante.
Mon père n'avait pas seulement vendu une qualification frauduleuse, il n'avait pas seulement sapé l'intégrité de la force qu'il prétendait aimer. Il avait vendu la vie de 2 hommes pour une paix. J'ai à peine eu le temps d'atteindre la salle de bain avant de me plier en deux au-dessus des toilettes. Mon corps se convulsait alors que je vomissais la soupe froide et la bile. Le goût âcre qui me brûlait la gorge n'était rien comparé à la profonde répulsion, jusqu'au fond de l'âme, qui m'a consumé. Mon père. Mon père. Il avait vendu un morceau de papier, un certificat sans signification, et le prix avait été payé avec le sang de Sully et de Diaz. Je les connaissais. J'avais bu des bières avec Sully dans un bar miteux juste à côté de la base, l'écoutant parler du bateau de pêche qu'il allait acheter en rentrant. J'avais vu les photos de la femme et des 2 petites filles de Diaz, qu'il gardait à l'intérieur de son casque. Il ne s'agissait plus de moi. Il ne s'agissait pas d'une carrière ruinée ou d'une vie à se sentir inadéquate. Il s'agissait d'eux. Il s'agissait de leur honneur, de leurs avenirs volés, et des familles qu'ils ne reverraient jamais. Il s'agissait de la trahison la plus dégoûtante et la plus impardonnable que je puisse imaginer. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé, et quelque chose de nouveau et de dur s'est installé à sa place. Le verset de la Bible a résonné dans ma tête, non pas comme une promesse de paix, mais comme une déclaration de guerre. La vérité vous rendra libre. Et je connaissais ma vérité maintenant. Je suis retourné dans le salon et j'ai pris mon téléphone. Ma main ne tremblait plus, elle était froide, stable et calme. J'ai trouvé le numéro dans mes contacts et j'ai composé. La voix à l'autre bout était professionnelle, alerte. Major Reed. Ma propre voix est sortie, plate, dénuée de toute émotion. Elle sonnait comme celle d'une étrangère. Evelyn, ai-je dit, en utilisant son prénom. C'est Carrie Bishop. On doit se voir, tout de suite. J'ai fait une pause, laissant le poids de mes prochains mots s'installer. Il ne s'agit plus de fraude. C'est un meurtre. Le restaurant était un boui-boui, près de l'All American Freeway, le genre d'endroit anonyme ouvert 24h24, qui sentait le café rassis et le bacon frit. Le vinyle des banquettes était craquelé, et les néons bourdonnaient une mélodie lasse. C'était l'endroit parfait pour une conversation qui ne pourrait jamais avoir lieu sur la base. C'était l'antithèse des clubs d'officiers aux boiseries d'acajou poli, où mon père menait ses affaires. C'était le monde souterrain, et j'y entrais. Le major Evelyn Reed, de la division des enquêtes criminelles de l'armée, CID, n'avait pas l'air d'une enquêtrice de haut rang. Vêtue de vêtements civils, un simple jean et un chemisier quelconque, elle aurait pu passer pour une professeure de lycée fatiguée, corrigeant des copies. Mais ses yeux étaient une autre histoire. Ils étaient vifs, intelligents, et ne manquaient rien. Ils m'ont évalué par-dessus la table en formica ébréchée, alors que je me glissais dans la banquette en face d'elle. Je n'ai pas perdu de temps en politesse. Le temps pour ça a été révolu depuis longtemps. J'ai sorti un petit disque dur externe crypté de ma poche et je l'ai fait glisser sur la table. Il s'est arrêté à côté d'une flaque de condensation de son verre de thé glacé. Là-dessus, ai-je dit, ma voix basse et égale, vous trouverez des transactions financières préliminaires, les dossiers de formation d'au moins 3 diplômés suspects, y compris le lieutenant Sterling, et le rapport après action complet et non caviardé. Concernant la mort du sergent Sullivan et du sergent de première classe Diaz. Evelyn n'a pas dit un mot. Elle a simplement sorti un ordinateur portable fourni par le gouvernement, a branché le disque, et a commencé à taper. Le seul son pendant les 5 minutes suivantes fut le clic doux et rythmé du clavier, et le cliquetis lointain des assiettes de la cuisine. J'ai observé son visage. J'ai vu le scepticisme professionnel initial fondre, remplacé par une intensité concentrée, qui a ensuite laissé place à un regard d'horreur totale et non dissimulé. Elle a finalement levé les yeux, son visage pâle sous la lumière crue. « Mon Dieu, Bishop » a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Vous aviez raison. Ce n'est pas juste de la fraude. Le schéma des paiements, les dossiers falsifiés, le lien direct avec les victimes. C'est une entreprise criminelle. C'est une affaire RICO. RICO. La loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption. Le marteau juridique utilisé pour faire tomber les patrons de la mafia et les syndicats du crime. Elle mettait mon père dans la même catégorie. Evelyn s'est penchée en avant, sa voix baissant encore plus. Pour le condamner, pour que ça tienne, nous avons besoin de plus que la piste papier. Les finances peuvent être justifiées par des avocats malins. Nous devons prouver l'intention. Nous avons besoin d'un lien direct,
quelque chose qui le relie personnellement à l'acte criminel. Pas seulement à l'argent. Ses yeux vifs se sont fixés sur les miens. Nous avons besoin de ses propres mots. La question tacite flottait lourdement dans l'air entre nous. Sergent de première classe Bishop, a-t-elle dit, son ton passant d'enquêteur à commandant. Vous êtes la seule à pouvoir l'approcher sans éveiller les soupçons. Vous êtes la seule à qui il pourrait parler. Êtes-vous prête? Je savais exactement ce qu'elle demandait. Un micro, un enregistrement. Je devrais entrer volontairement dans la fosse au lion, faire face à l'homme qui m'a créé puis a essayé de me détruire, et lui soutirer une confession. Une vague de nausées, froide et acide, a traversé mon estomac. C'était une pensée vile, dégoûtante. Mais ensuite, j'ai vu leur visage. Sully, riant autour d'une bière. Diaz, me montrant fièrement une photo de sa petite fille le jour de sa rentrée. La répulsion a été instantanément éteinte par une résolution froide et dure. Il y avait un principe simple que j'avais appris sur le terrain, lancer lisse, et lisse c'est rapide. Je ferai ça avec soin. Je ferai ça bien. Je le ferai, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. De quoi avez-vous besoin? Quelques jours plus tard, Evelyne m'a retrouvé sur un parking désert. Elle m'a tendu un stylo. C'était un stylo plume noir et élégant, d'apparence coûteuse, du genre que mon père préférait. C'est un enregistreur numérique, a-t-elle expliqué. Capacité de 8 heures, audio cristallin. L'activation est sur le dessus. Un clic pour démarrer, un pour arrêter. Simple. J'ai pris le stylo. Il me semblait plus lourd que n'importe quelle arme que j'ai jamais portée. Mon M4 était conçu pour prendre une vie, pour protéger les autres. Ce stylo était conçu pour tuer la vie d'un homme, sa réputation, sa liberté, son monde entier, d'un seul clic traître. C'était mon arme maintenant. Non pas pour tuer une personne, mais pour tuer un mensonge. Nous avons assez de motifs probables pour commencer la surveillance, a ajouté Evelyne, sa voix redevenue professionnelle. Chaque appel qu'il passe, chaque transaction qu'il initie est maintenant sur notre radar. Nous construisons le dossier brique par brique. Mais ce stylo, Carrie. Elle m'a regardé, son expression sombre. C'est la pointe de la lance. Il doit frapper au cœur. Le plan était établi. Il était aussi élégant que laid. Dans 2 semaines, mon père devait recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière, pour l'intégrité et l'honneur, lors du gala annuel des Patriotes, au club des officiers principal. C'était la scène parfaite. Une scène pour son arrogance monumentale, pour que son hypocrisie soit pleinement exposée. Et ce serait la scène de sa chute. La grande salle de bal du club des officiers de Fort Bragg était une mer d'hypocrisie. L'air, épais de l'odeur de parfums coûteux et de côtes de bœuf de traiteur, scintillait sous la lumière des lustres en cristal. Des hommes en uniforme de cérémonie amidonnés et des femmes en robe de soirée scintillante se mêlaient, leur rire résonnant contre les plafonds voûtés. Je me tenais dans l'ombre, au fond de la salle, un fantôme dans mon uniforme de service de l'armée parfaitement pressé. J'étais une note discordante dans leur symphonie d'autocongratulation, et je sentais chaque œil qui passait sur moi. Sur scène, baigné d'un projecteur blanc brillant, mon père se prélassait dans la lueur. Il tenait le prix, un lourd aigle de cristal perché sur une base en marbre, et rayonnait devant la foule admirative. Le prix était pour une vie de dévouement à l'intégrité et à l'honneur. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu en suffoquer. L'intégrité, a-t-il commencé, sa voix remplie d'une fausse émotion étudiée qui me donnait la chair de poule, et le fondement d'un soldat. C'est la boussole morale qui nous guide dans les nuits les plus sombres. Le public, une collection de certaines des personnes les plus puissantes de la côte est, était suspendu à ses lèvres. L'honneur, a-t-il continué, en posant une main sur son cœur, n'est pas une marchandise à acheter ou à vendre. J'ai failli éclater de rire. Dans la poche de ma veste d'uniforme, mes doigts ont trouvé la surface fraîche et lisse du stylo. D'un clic doux et presque inaudible, je l'ai activé une dernière fois, juste pour être sûr. L'enregistrement de quelques heures plus tôt était sécurisé. J'étais allé à son bureau, sous le prétexte d'offrir les félicitations d'une fille, de vouloir enfin faire la paix. L'appât était simple, un appel à son ego. Et il l'avait pris, hameçon, ligne et plomb. L'affaire Sterling, sa voix enregistrée, suffisante et condescendante, a résonné dans ma mémoire. Le gamin est un idiot, mais son père paie ses factures à temps. C'est comme ça que le monde fonctionne, Carrie Ann.
Tu devrais l'apprendre. Maintenant, il était là, prêchant sur l'honneur. La salle a éclaté en applaudissements tonitruants. Mon signal. Alors que les applaudissements commençaient à s'apaiser, j'ai commencé à marcher. Ce n'était pas une marche, c'était une avancée lente, délibérée et parfaitement rythmée. Pas trop vite, pas trop lentement. Chaque pas était mesuré, le tapotement rythmé de mes chaussures de cérémonie sur le sol poli, comme le tic-tac d'une bombe à retardement. La salle a commencé à se taire alors que les têtes se tournaient. Les conversations ont vacillé. Une vague de confusion s'est propagée dans la foule alors que je passais de l'ombre à la lumière. Sur scène, mon père s'est arrêté au milieu de sa phrase, son sourire se crispant. Il a plissé les yeux vers la foule, l'agacement traversant son visage avant qu'il ne le masque rapidement. « Ah » a-t-il dit, en forçant un rire, essayant de reprendre le contrôle de la salle. « Ma fille, le sergent de première classe Carrie Bishop. Il semble qu'elle soit venue partager ce merveilleux moment. » Je l'ai ignoré. J'ai ignoré les centaines de regards, les murmures qui ont commencé à monter. J'ai atteint le devant de la scène mais je ne me suis pas arrêté. J'ai monté les 3 courtes marches, mes yeux fixés sur un seul point. Je ne le regardais pas, je regardais directement le général Marcus Thorne, qui était assis à la place d'honneur, à la table principale, sur scène. Mon cœur martelait contre mes côtes, un oiseau frénétique piégé dans une cage. Mais mes jambes étaient stables, mes mains immobiles. J'étais une arme sur une trajectoire définie. Je me suis arrêté juste devant le siège du général 4 étoiles. Un nouveau silence est tombé sur la salle de bal. Celui-ci, absolu. Il était si silencieux que j'imaginais pouvoir entendre le pétillement des bulles de champagne dans les verres sur les tables. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement fouillé dans ma poche et j'ai posé 2 objets sur la nappe en lin blanc, devant le pupitre, le stylo plume noire et mon téléphone portable personnel. Le moment était un signal. Au fond de la salle de bal, les portes principales ont été discrètement bloquées par 2 hommes au visage de pierre, en costume sombre. À ma droite, j'ai vu le major Evelyn Reed se lever de sa chaise, à une table voisine. Elle n'était plus une professeure fatiguée. C'était une chasseuse, et ses yeux étaient fixés sur sa proie. Simultanément, l'énorme écran de présentation derrière la scène, qui affichait un portrait flatteur et héroïque de mon père, a vacillé. Son image a été remplacée par l'interface utilisateur simple et sobre d'une application de lecture audio. J'ai risqué un regard vers le général Thorne. Son visage était un masque complexe de compréhension sombre et de profonde déception. Il m'a regardé, puis le stylo, puis il a fait un seul hochement de tête, presque imperceptible. C'était toute l'autorisation dont j'avais besoin. Avec mon téléphone, j'ai appuyé sur lecture. La connexion était sans fil, le son instantané, diffusé par le système de haut-parleurs de pointe de la salle de bal. Et la voix qui a retenti dans la salle n'était pas celle de l'orateur poli et inspirant d'un instant auparavant. C'était la vraie voix de mon père. Rauque, arrogante, méprisante. L'affaire Sterling. Le gamin est un idiot, mais son père paie ses factures à temps. C'est comme ça que le monde fonctionne, Carrie-Anne. Tu devrais l'apprendre. L'honneur, c'est pour les petites gens, pour les simples soldats qui meurent dans la boue. Pour des hommes comme nous, c'est le résultat qui compte. Un halètement collectif a traversé la salle. La couleur a quitté le visage de Leland Bishop. Sa posture assurée s'est effondrée, comme si ses ficelles avaient été coupées. Il a fixé l'écran, puis moi, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement, aucun son ne sortant. Il ressemblait à un poisson haletant pour l'air. Le fichier audio a continué à jouer, révélant chaque détail sordide de son entreprise criminelle, chaque mépris pour les hommes dont la vie était sacrifiée pour sa cupidité. Le silence choqué dans la salle a commencé à se briser, remplacé par une marée montante de murmures horrifiés et en colère. Des alliances construites sur des décennies de tapes dans le dos et de bourbons se dissolvaient en temps réel. Le major Evelyn Reed était maintenant sur scène. Elle est passée devant moi, ses pas fermes et confiants, et s'est arrêtée à côté de mon père. Elle n'a pas élevé la voix, elle n'en avait pas besoin. « Colonel Leland Bishop », a-t-elle dit, sa voix claire et froide dans le silence soudain. « Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, fraude, et pour votre rôle dans la mort du sergent Mark Sullivan et du sergent de première classe David Diaz. La justice n'est pas arrivée comme un orage. Elle est venue avec le clic doux et silencieux d'un stylo. Les suites ont été le chaos. Un chaos contrôlé, de style militaire,
mais un chaos néanmoins. Alors que mon père, le visage un masque vide et sans vie, était emmené menotté par les agents du CID, la foule scintillante s'est écartée devant lui comme la mer Rouge devant Moïse. Les amis, les partenaires commerciaux, les sycophantes qu'il avait applaudis quelques minutes plus tôt, évitaient maintenant activement son regard, lui tournant le dos, soudain fascinés par leurs propres chaussures. J'ai vu les femmes d'officiers éminents tirer subtilement leur mari à l'écart, créant une distance, se mettant en quarantaine de la puanteur de sa disgrâce. Un empire bâti sur des mensonges s'était effondré en poussière, en l'espace d'un seul enregistrement audio. Le général Thorne est resté sur scène, son visage taillé dans le granit, donnant des ordres discrets à la police militaire, qui sécurisait maintenant la salle de bal. Mais je l'ai à peine entendu. Je suis resté là, une statue dans mon uniforme de cérémonie, regardant l'homme qui était mon père être escorté hors de sa propre vie. L'adrénaline à haute dose, qui avait alimenté chacune de mes actions au cours de la dernière heure, s'est dissipée, laissant un vide creux et caverneux à sa place. Je m'attendais à me sentir triomphante, vengée, à ressentir une poussée de satisfaction vertueuse. Mais je n'ai rien ressenti de tout cela. Il n'y avait pas de joie, pas de frisson de victoire. Il n'y avait qu'un vide profond et douloureux. Cet homme, aussi monstrueux qu'il soit devenu, était toujours celui qui m'avait appris à faire mes lacets, sur le porche de notre ancienne maison. La vérité avait été libérée, comme on dit. Mais j'apprenais que libérer la vérité peut laisser une blessure à part entière. Après que la salle de bal ait été vidée, et que le dernier du personnel curieux ait été renvoyé, le général Thorne m'a trouvé dans une petite salle de conférence vide, en coulisses. Il n'a pas dit grand-chose. Il s'est juste approché et a posé une main lourde et réconfortante sur mon épaule. « Vous avez fait une chose très difficile ce soir, sergent de première classe, » a-t-il dit, sa voix profonde résonnant dans la pièce silencieuse. Mais c'était la bonne chose à faire. Vous avez défendu l'honneur de cette force plus que n'importe quelle récompense ne pourrait jamais le faire. Ces mots étaient un baume, une validation que j'avais désirée pendant des années. Mais ils ne pouvaient pas combler le vide en moi. C'était un pansement sur une blessure bien trop profonde. Le major Evelyn Reed nous a rejoints un instant plus tard, son attitude tout en efficacité professionnelle. Nous avons tout ce qu'il nous faut, Bishop, a-t-elle déclaré, son ton sec. Il a tout avoué sur cet enregistrement. Cette affaire va entrer dans les manuels. Vous avez bien fait. Tout le monde n'arrêtait pas de me dire que j'avais bien fait. Il voyait une opération réussie, un criminel traduit en justice, un réseau corrompu démantelé. Moi, je me sentais comme l'unique survivante d'une bataille sanglante, laissée seule sur un champ de bataille jonché des cadavres de mon propre passé. Le trajet jusqu'à mon appartement fut un flou. Les rues de Fayetteville, habituellement si familières, me semblaient étrangères. Il n'y aurait pas de champagne ce soir, pas de célébration de la victoire. Je suis entré dans mon petit appartement et je suis allé directement à la cuisine. Je me suis assise à la table bancale, la même table qui m'avait servi de centre de commandement pour toute cette campagne. Maintenant, c'était juste une table vide. L'ordinateur portable était fermé, les fichiers avaient disparu. La guerre était finie. J'avais gagné. J'avais exposé la vérité. J'avais obtenu justice pour Sully et pour Diaz, et pour Dieu sait combien d'autres. J'avais défendu mon propre honneur contre les mensonges de mon père. Mais en faisant cela, j'avais aussi personnellement fait exploser ma propre famille, ce qu'il en restait. La victoire avait un goût étrange de défaite. Et pour la première fois depuis que tout ce cauchemar avait commencé, je me suis laissé pleurer. Les larmes n'étaient pas pour l'homme qui était en train d'être traité à la prison du comté, ni pour le monstre qu'il était devenu. Elles étaient pour la petite fille qui le suivait autrefois, désespérée d'obtenir un seul signe d'approbation, un seul, bien joué, Carrie-Anne. J'ai pleuré pour la perte de l'innocence de cette petite fille. J'ai pleuré pour le prix laid et amer de la vérité. Je suis resté assise là, dans le noir, pendant longtemps, les larmes silencieuses traçant des chemins sur mes joues. Et quand elles ont finalement cessé, et que la respiration profonde et saccadée s'est calmée, une certitude tranquille s'est installée en moi. Ce chapitre de ma vie, celui défini par lui, par son ombre, par mon besoin désespéré de sa validation, était bel et bien terminé. Un an plus tard, la tempête juridique entourant le Bishop était enfin passée. Il a été condamné pour une série de chefs d'accusation fédéraux, fraude, conspiration et 2 chefs d'homicide involontaire. La sentence était de plusieurs décennies, dans un endroit où son nom et son influence ne signifiaient rien.
Je ne lui ai jamais rendu visite en prison, je n'ai jamais écrit. Certaines portes, une fois fermées, sont censées le rester pour toujours. Ma propre vie avait trouvé un nouveau rythme, plus calme. J'étais toujours dans l'armée, mais les choses étaient différentes. Le respect que je recevais de mes pairs et de mes supérieurs était le mien, gagné par la sueur et le service, non entaché par l'ombre de qui que ce soit. J'avais officiellement accepté le poste d'instructeur à la Joint Special Operation University. Mes papiers de transfert étaient signés, et je déménageais à Tampa le mois prochain. L'appartement en Floride dont j'avais autrefois rêvé était maintenant une réalité. Mais cet après-midi-là, j'étais dans un autre genre d'endroit, une aire de jeu à Fort Bragg, remplie des sons vifs et chaotiques des rires d'enfants. C'était un événement hebdomadaire pour les familles Gold Star, un programme de soutien pour les conjoints et les enfants de soldats tués au combat. J'aidais un garçon tranquille de 8 ans aux yeux bruns sérieux, le fils d'un fantassin tombé au combat, à maîtriser un nœud particulièrement difficile. Il s'appelait Léo. Il luttait avec un nœud de chaise, ses petits doigts maladroits avec la corde. Je me suis agenouillé à côté de lui, sur les copeaux de bois doux, guidant ses mains à travers le mouvement. « Tu fais le trou du lapin », ai-je dit doucement. Le lapin sort du trou, fait le tour du grand arbre, puis redescend dans le trou. Soudain, la boucle a tenu. Son visage s'est illuminé d'un sourire brillant et triomphant. « Waouh! Comment êtes-vous si douée pour ça, mademoiselle Carrie ?» a demandé Léo, les yeux écarquillés d'admiration alors qu'il fixait le nœud parfait. Un vrai sourire s'est étalé sur mon propre visage, facile et non forcé. Un soldat me l'a appris, lui ai-je dit, ma voix chaleureuse. Il y a longtemps. Il a dit qu'un bon nœud peut vous sauver la vie un jour. Je ne mentais pas. Le soldat qui m'avait appris ce même nœud, lors d'un rare voyage de camping père-fille, quand j'étais à peine plus âgé que Léo, était mon propre père. C'était l'un des rares bons souvenirs intacts que j'avais de lui. Une lueur de lumière dans une longue et sombre histoire. Pendant longtemps, j'avais essayé d'enterrer des souvenirs comme celui-là, parce qu'ils étaient trop douloureux, trop liés à l'homme qu'il était devenu. Mais j'apprenais maintenant. J'apprenais à passer au crible les décombres du passé, et à garder les petites choses utiles de valeur, tout en laissant le reste brûler. Son héritage était un tas de cendres et de tromperies. Le mien serait différent. Il se trouverait ici, dans le sourire triomphant d'un petit garçon qui venait d'apprendre quelque chose de nouveau. Il serait dans le soutien discret que je pouvais offrir à ces familles qui avaient tant sacrifié. Il serait dans les leçons d'intégrité, d'honneur, de vérité que je transmettrais à la prochaine génération de soldats, à la JSOU. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, j'ai pris la voiture. J'ai roulé vers l'est, hors de Fayetteville, vers la côte. Je me suis retrouvé à Wilmington, assise sur le sable frais, à regarder la procession rythmique et sans fin des vagues. Elle s'écrasait sur le rivage, un cycle constant et puissant de destruction et de renouveau, lavant le monde encore et encore. Une brise régulière soufflait de l'Atlantique, portant l'odeur vive et propre du sel, et j'avais l'impression qu'elle emportait les derniers fantômes persistants du passé. En regardant l'immense étendue de l'océan, j'ai réalisé que je n'étais plus la fille du colonel Bishop. Je n'étais pas l'héroïne qui avait fait tomber son propre père. C'étaient des étiquettes, des rôles que j'avais été forcé de jouer dans le drame de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas moi. J'étais juste Carrie. Une soldate, une enseignante, une survivante. Le soleil couchant peignait le ciel de traînées brillantes d'orange et de violet. Une nouvelle aube m'attendait en Floride. Je ne savais pas exactement ce qu'elle apporterait, mais pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une certitude profonde et inébranlable. Le chemin à parcourir était à moi de le tracer. Les ordres étaient les miens. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Mon voyage jusqu'à cette plage, jusqu'à ce moment de paix, a été long et solitaire. Mais en partageant cela, je sais que je ne suis pas vraiment seul. Je sais que beaucoup d'entre vous ont parcouru leur propre chemin difficile, menant des batailles silencieuses pour reconquérir leur propre âme. Cet espace, cette chaîne, c'est là que des histoires comme les nôtres trouvent une voie, et prouvent que la force est réelle. Si mon parcours a résonné en vous, veuillez vous abonner pour faire partie de cette communauté. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Et dans les commentaires ci-dessous, dites-moi quel a été le premier pas que vous avez fait vers votre propre aube, celle que vous avez créée. Je les lirai.